En 1916, j'ai pas tellement de grandes avancées, de nouvelles inventions, heu, qui me viennent, dont je pourrais parler, mais c'est pas grave parce qu'il y a un film de fou malade qui sort cette année et on est obligé, évidemment, d'en parler. C'est Intolérance de David Wark Griffith et oui, on parle encore de David Wark Griffith parce que c'était le géant de son époque. Voilà, il y a pas moyen de faire autrement, c'est le mec qui a tout inventé. C'est lui qui a tout fait. Donc voilà, j'ai pris des petites notes parce que j'ai des infos, des chiffres en fait, j'ai plein de chiffres, que je voulais pas oublier. Donc voilà. Donc Intolérance, c'est un film qui sort en grande partie, même si en fait il est coupé en 4 parties. Il y a une partie qui avait déjà été tournée en 1914 ou 1913, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, le film en lui-même, globalement, sort en réponse aux accusations, suite à la sortie de The Birth of Nation, dont on a déjà parlé la dernière fois. Ce film a été un énorme succès, comme on l'a dit, hein, ça a été le film le plus rentable de l'histoire pendant des décennies, mais procure, ça, ça a créé, allez savoir pourquoi, quelques polémiques niveau racisme, évidemment. Je vois pas comment c'est possible autrement, même si c'était le début du XXe siècle, mais bon. Dans tous les cas, Griffith se rend compte qu'on l'accuse d'être raciste et c'est pas très gentil, donc je vais faire un film sur l'intolérance. Et je vais l'appeler Intolérance parce que j'aime pas l'intolérance. Donc je vais faire un film qui montre que l'intolérance c'est mal. Donc on a un film qui, ça c'est un des trucs que j'ai noté, la version que j'ai regardée durait 2h46, mais il semblerait que la première version, le premier montage qui a été totalement perdu, parce que il a fait ce premier montage qui a vite été perdu, donc il en a refait plein d'autres, et après tout s'est perdu. Il semblerait que le premier montage durait 4h35. Et que donc celui que j'ai regardé dure 2h46, donc on a presque perdu 2 heures, on a perdu 1h50. C'est gigantesque pour un film, même pour un film de 4h30. Bref, je sais pas trop ce qu'on a perdu du coup, mais plein de trucs, forcément. Donc le film se présente sous la forme de 4 histoires qui sont racontées en simultané en passant d'une histoire à l'autre. On a donc hem, plusieurs époques. Époque, de l'Empire égyptien, enfin de Babylone, quand le monde était gouverné par Babylone, machin. On a l'époque, actuelle, donc les années 1910, parce que l'époque actuelle, c'est l'époque actuelle du film. Rien ne se passe dans le futur, hein, voilà, donc manifestation. Donc, enfin voilà, époque actuelle, donc époque actuelle du film, époque 1900, année 1910-1915, avec une manif, un mec qui est condamné à mort et c'est injuste. Voilà. Donc, ce film est un monument parce qu'il a tout inventé. Parce que Griffith a tout inventé à son époque. C'était l'époque d'invention des codes. Euh, L'une des époques d'invention des codes. Euh, donc il a tout créé, forcément, parce que jamais personne avait fait ça de raconter. Enfin, si, ça a peut-être déjà été fait, mais de manière mineure, le fait de raconter plein d'histoires différentes en même temps dans le film, c'est tellement novateur à l'époque que, bon, il y avait des petits cartons avec les répliques marquées, machin, truc, parce que bah, c'est un film sans son. Euh, et donc, parmi ces cartons, il y en a un qui n'était pas une réplique, c'est au tout début. Ils expliquent, il y a une explication, on raconte plusieurs histoires en simultané, on passe d'une histoire à l'autre, parce que sinon les gens auraient été paumés, personne n'aurait rien compris. C'est tellement novateur que tu es obligé d'expliquer ce que tu vas faire au début de ton film. Ça déjà c'est un indicateur que bro, t'es en train d'inventer un truc de malade. Ou pas bien, mais que t'es en train d'inventer un truc qui a jamais été fait. Voilà. Donc, autre truc de fou de ce film, les moyens. Parce que le film, ça fait partie des chiffres que j'ai notés, 1 750 000 $. 1 750 000 $ de 1916. C'est beaucoup. C'était déjà beaucoup à l'époque. Mais vu le prix du dollar à l'époque et le prix du dollar maintenant, il y en a pour gros là. Donc c'est un film extrêmement cher. Et pourquoi il est si cher? Pourquoi vous allez me dire? Parce que pour la partie de Babylone,
rien que la partie de Babylone, il y a déjà un plateau de 2 kilomètres de long, avec des décorations de la taille d'une maison de 6 étages, qu'on voyait depuis l'autre côté de la ville, c'est-à-dire qu'ils étaient au bord d'une ville où on voyait les décors de l'autre côté de la ville. Quoi d'autre? 60 000 figurants, enfin plus de 60 000 figurants pour certaines scènes. Ça n'existe pas. 60 000 figurants, c'est un chiffre qui, dans le cinéma, n'existe pas aujourd'hui. C'est pas un vrai chiffre. Quand il faut 60 000 personnes au cinéma, tu fais de la CGI, mais ça n'existait pas. Donc 60 000 figurants. Voilà. Ça n'a aucun putain de sens. Ces chiffres ne font pas sens, c'est n'importe quoi. C'est une des plus grosses productions de l'histoire. Autre info, ça je l'ai pas noté, mais parce que j'en ai entendu parler. Mais j'ai pas trop trouvé trop d'informations dessus, du coup, à prendre avec des pincettes. C'est qu'il y aurait eu un plan qui a dû être tourné en ballon dirigeable, enfin en ballon en montgolfière, vous voyez, voilà, en ballon, parce qu'ils ont filmé depuis. Et ça, de même, c'est un truc de fou, parce que les caméras à l'époque, c'est pas les caméras d'aujourd'hui. On filme pas avec des canons qui tiennent dans la main. On filme avec des bestioles de 2 tonnes. Non, j'exagère peut-être un peu. Enfin, c'est gigantesque. À l'époque, pour faire tourner la caméra, c'est 30 minutes de logistique. Et j'exagère qu'un tout petit peu, parce que j'exagère tout le temps, quoi que je dise. Donc, intolérance, gros moyen. Une des plus grosses productions de l'histoire, parce que 60 000 figurants, je suis désolé, j'insiste là-dessus, mais je sais pas si ça a été refait depuis, dans l'histoire du cinéma, ou pas beaucoup. Parce que 60 000, c'est un chiffre qui, pour l'être humain, n'est pas un chiffre qui existe. C'est pas un nombre réel. Ça ne veut rien dire. Factuellement, ça ne veut rien dire. 60 000 figurants, c'est énorme. C'est énorme. Pareil, oui, il y a aussi le plateau de 2 km, un plateau de 2 km de long, des maisons de 6 étages en décoration. C'est n'importe quoi. Voilà, une énorme production. Voilà, je vais arrêter d'insister là-dessus. Par contre, allons de l'autre côté. Énorme production, novateur, raconte une histoire comme on l'a jamais fait. Est-ce que c'est bien au moins? Est-ce que c'est bien? Alors, beaucoup de gens ont aimé. À l'époque, ça a été un crash financier. Ça a été un carnage parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Birth of Nation et qui, du coup, n'étaient pas contents. Ils ne sont pas allés voir. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Forcément. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas compris. Et surtout, on est en 1916. L'année d'après 1917, les États-Unis rentrent en guerre dans la Première Guerre mondiale. Et donc, le gentil message pour la paix, parce que le film, c'est on est pour l'amour parfait mène à la paix dans le monde. Quand ton pays est en guerre, les gens, ils s'en foutent, tu peux t'asseoir dessus, ton message de paix. Parce que la paix, elle n'existe pas, on vient d'entrer en guerre, donc voilà. Donc, la guerre n'a pas non plus aidé le côté financier pour ce film. Voilà. Et en termes rien que de... Donc financièrement, crash, fiasco. En plus, ça a coûté 1 750 000, c'est un des films les plus chers. Voilà, c'est un film ultra cher. Et ça rapporte pas beaucoup parce que les gens... Voilà. Puis voilà. Donc, crash financier. Très problématique. Mais en termes de scénario, qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Il y a des gens qui disent que c'est très bien. Moi, je trouve que on peut pas enlever le côté extrêmement novateur. C'est un truc de fou de voir qu'un mec a pu imaginer des trucs pareils. Griffith, il a passé sa vie à poser les standards et les bases de tout le cinéma du monde. Il a tout créé. À part peut-être le cinéma asiatique, parce que eux ils étaient vraiment dans leur bulle, ils étaient dans leur monde. Il faut que je fasse des vidéos sur le cinéma asiatique. Parce que c'est très occidental ce que je fais là. Alors que l'Inde est un des plus gros producteurs de cinéma au monde. L'Inde, c'est un truc de fou. Je vais faire une vidéo dédicacée à l'Inde, en fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire une vidéo hyper longue où je parle que de l'Inde, un jour, peut-être. Parce que l'Inde, c'est un truc de fou. C'est un des premiers pays qui s'est lancé dans le ciné. Bref, faut que j'arrête. Donc,
Griffith a tout fabriqué, a tout créé, donc on peut pas dire que ce film, c'est vraiment les gens qui bossent dans l'histoire du cinéma et tout, ils sont beaucoup à dire qu'effectivement, Intolérance est le summum de Griffith. Genre, quand on pense à David Ward Griffith, le mec novateur et tout, Intolérance, c'est la quintessence de ça. Donc, un truc de fou, mais, voilà, je reviens à mon avis, bien que ce soit extrêmement novateur, qu'on peut pas lui enlever ça c'est factuel, je me range pas mal du côté que j'ai pu voir par d'autres critiques. Je suis pas un critique, voilà. Parce que beaucoup disent qu'en fait, il y a un problème de cohérence. Les histoires sont mélangées de manière pas très cohérente. Une preuve de ça, c'est que la première histoire, enfin l'histoire, celle qui avait été tournée en première, The Mother and the Law, je crois, la mère et la loi, un truc dans le genre, c'était ça le titre, il me semble, qui avait du coup été déjà tourné avant, mais pas, sorti, parce que Walk avait peur. Et je viens de l'appeler Walk, c'est ni son prénom ni son nom de famille, bref, parce que Griffith avait peur que ça marche pas, etc. Donc ça n'avait pas été posté, mais ça a été mis dans le film. Et suite au crash financier, il a ressorti celui-ci tout seul et aussi celui de Babylone. Il les a sortis les deux tout seul en deux films distincts et ça a eu un bien plus grand succès. Beaucoup de gens peuvent dire que The Mother in Law, par exemple, vu tout seul, est magnifique et puissant, alors qu'il est complètement étouffé et écrasé dans Intolérance. Voilà. Donc, c'est un tout pas cohérent. Et il y a aussi le problème du sujet du film. Parce que Intolérance. Alors que la partie de Babylone, c'est la guerre, c'est pas l'intolérance, c'est la politique. Et pareil, la partie de notre époque, avec la manifestation, enfin la grève des mineurs, où il y a des mecs qui se font tuer, il y en a un qui va se faire pendre et tout. C'est une erreur judiciaire. C'est pas l'intolérance, c'est une erreur judiciaire. Et je comprends pourquoi il voulait dire intolérance à travers ça. Je comprends où il voulait en venir. Mais c'est pas ça qu'on voit à l'écran. Et en plus, c'est encore plus appuyé par l'arrivée du procureur je crois que c'est le procureur ou le préfet ou un truc dans le genre qui arrête le mec qui est sur le point d'être condamné à mort. Enfin, il est condamné à mort, il est sur le point d'être mis à mort et le préfet ou je sais plus arrive et arrête tout. Et ça, ce truc-là appuie encore plus sur le côté judiciaire. Donc en fait, c'est pas tellement intolérance. En fait, il y a un problème aussi de façon de raconter. Et ça a peut-être un lien, bon, peut-être pas tellement en fait, mais peut-être un lien avec le fait qu'il l'a complètement réalisé de tête. Ça, j'ai oublié de le dire dans Pourquoi c'est impressionnant. Ça le fatiguait d'écrire le film. Donc, il l'a retenu parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Il a rien écrit. Et il a réalisé tout le film de tête. Il a réalisé un film de 4h35 avec 60 000 figurants et des décors gigantesques de tête. Avec un budget de, si on met en dollars de maintenant, de dizaines de millions de dollars. Et il a fait ça de tête. Et je trouve ça impressionnant. Mais du coup, ça a peut-être aussi un lien avec le fait qu'il y a certaines choses qui collent pas trop, qui sont pas super. Parce que c'est vrai que écrire les choses, ça fige, ça permet de prendre du recul, etc. Alors que là, il avait tout de tête. Ça doit être un carnage sans nom. Donc, avis mitigé. D'un point de vue technique, l'un des meilleurs films de l'histoire. D'un point de vue scénaristique, pas si dingue. Encore une fois, The Mother and the Law aurait été meilleur sans les autres histoires autour. Voilà. C'est mon avis. J'aime pas trop donner mon avis en général. Après là, je trouve que c'était un peu plus constructif pour donner des trucs un peu plus objectifs.
Après, je donne mon avis tout le temps dans cette série. En fait, je fais ça à chaque fois et à chaque fois, je trouve ça un peu nul, mais faut bien remplir les vidéos. Sinon, ça fait 4 minutes. Et voilà. Donc, résumé, 1916, Max Linder arrive aux États-Unis. Il s'est pas passé grand-chose d'intéressant à l'époque, du moins en Occident. Je veux dire dans le cinéma, parce que 1916, quand même, il s'est passé deux trois trucs en Europe, hein, quand même. Je parle uniquement du point de vue cinéma. Et intolérance, truc de malade. Technique, très dur, innovateur. Mais un petit peu pétard mouillé, disons, en termes de scénario. Dommage.